Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Pendant la suspension des travaux parlementaires, je vous propose de voir ou de revoir les temps forts de la dernière session du Sénat. Et place ce matin à l'audition de Vincent Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi, qui a fait face aux sénateurs de la commission de la culture au mois de juin. L'occasion pour lui de s'exprimer sur les résultats des chaînes du groupe Canal+, qui sont en berne. Mais lui a estimé que Canal+ était au contraire désormais redressé. Mais vous allez le voir, elle a surtout été interrogée à plusieurs reprises sur la question de la liberté éditoriale sur les chaînes du groupe après la déprogrammation d'un documentaire d'investigation sur le Crédit Mutuel. Et pour lui, la réponse est claire. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout cela, ce ne sont que des rumeurs lancées par les enfants gâtés de Canal+, mécontents, je le cite, d'être mis à la diète. Pas sûr que cela ait convaincu les sénateurs. Voyez tout de suite leurs échanges avec Vincent Bolloré. Je vais essayer dans toutes ces questions de mettre un peu de réponse, bien sûr, et peut-être dans l'ordre. D'abord me présenter à vous, puisque c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être auditionné au Sénat. J'ai passé 10 ans dans la banque, je viens d'une vieille famille bretonne, et j'ai repris il y a 35 ans un groupe qui était plutôt petit et qui est aujourd'hui l'un des premiers groupes mondiaux, puisque avec plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, plus de 50 000 personnes travaillant avec nous, nous faisons partie des 200 premiers groupes dans le monde. Nous sommes toujours basés à Ergué-Gabéric, qui est donc à côté de Quimper, et nous avons 3 métiers. Le premier, c'est la logistique et le transport que nous avons construit en une trentaine d'années. Nous sommes le 4e opérateur mondial et le premier privé français, bien sûr, de loin. Nous sommes également dans le stockage de l'électricité, l'un des premiers groupes mondiaux. Ceci permet à la fois de faire des véhicules qui peuvent rouler à l'électricité, voitures, bus, tramways, mais aussi bien sûr le stockage des énergies nouvelles, solaires et éoliennes, qui sont intermittentes et grâce au stockage deviennent permanentes. Mais bien sûr, ce qui intéresse cette commission, c'est notre 3e métier, c'est-à-dire les médias, les contenus que nous avons développés depuis une quinzaine d'années. Nous avons aujourd'hui le 2e journal français en audience, qui est Direct Matin, qui est diffusé à près d'1 million d'exemplaires et lu par à peu près 2,5 millions de personnes. Nous avons la première, disons la 5e agence mondiale de publicité qui est Havas. Et il y a un peu plus de 3 ans et demi, nous avons accepté l'offre de Vivendi qui était d'apporter nos chaînes, la 8 et la 17, contre 2,5% du capital de Vivendi. Vivendi était en fait le concentré de 2 groupes. Un premier groupe qui était la Générale des Eaux, groupe plus que centenaire, et sa fusion avec Havas au début des années 2000, qui a donné une reconversion complète sous la présidence de Jean-Marie Messier, qui a revendu l'ensemble de ses activités non médias et s'est beaucoup développé. Puis, il y a une douzaine d'années, l'endettement de Vivendi a entraîné le départ de Jean-Marie Messier et l'arrivée d'une équipe qui a géré l'endettement en le transformant en société financière. Lorsque nous sommes rentrés dans Vivendi, le groupe Bolloré, nous avions une idée assez simple, qui était au fond qu'à côté de la culture américaine, qui est assez maintenant marquée, invasive, diraient certains, en tout cas marquée, je dirais, Batman, Superman, enfin bref, de l'action, de la force, à côté de la culture asiatique, qui est sans doute un peu hermétique pour certains, la culture européenne avait sans doute une place à prendre dans les médias dans le monde. Et le développement de la digitalisation permet maintenant à un émetteur qui se trouve n'importe où dans le monde, grâce au digital, d'émettre des programmes partout. De la même façon qu'on se plaint en disant « mais les groupes Apple et les GAFA vont venir sur la France », eh bien les Français peuvent bien sûr aller à l'étranger puisqu'il suffit de rajouter un petit instrument derrière votre télévision et vous avez la télévision qui vient du monde entier sans n'avoir plus besoin, comme avant, de passer par des réseaux classiques. C'est ce pari que nous avons fait et sur un constat qui est qu'il n'y a pas aujourd'hui en France, ou qu'il n'y avait pas il y a 2 ans en tout cas en France, un groupe qui avait envie de devenir
le champion français de cette culture dans le monde. Quand vous regardez aujourd'hui le panorama des acteurs français, vous aviez le groupe Lagardère qui, pour des raisons financières, est limité dans ses expansions internationales. Le groupe TF1 qui a toujours choisi de rester en France et qui a revendu ses activités internationales comme Eurosport. Les chaînes publiques qui sont limitées par leur financement. Et puis, c'est tout, puisque le groupe de la 6 est contrôlé par l'allemand Bertelsmann. Donc, c'est ce constat à la fois la possibilité de développer la culture française à travers le monde, disons européenne ou latine, et le fait qu'il n'y avait pas de champion français. Nous sommes donc montés à 5% du capital en rajoutant à peu près 500 millions d'euros. Et j'ai été nommé au Conseil et le président précédent ainsi que l'ensemble du Conseil de surveillance nous ont proposé de prendre la présidence du Conseil de surveillance de Vivendi avec comme objectif de faire de Vivendi ce fameux groupe de contenu qu'on peut distribuer à travers le monde. Mon travail a consisté à nommer une équipe parce que finalement dans la vie, vous posiez des questions tout à l'heure sur mon rôle. Mon rôle, c'est de fixer un cap, de nommer des équipes et de parler avec elles pour vérifier qu'elles sont bien toujours dans ce cap et puis de leur répondre quand elles ont des questions. Nous avons donc nommé une équipe autour de Vivendi, animée par Arnaud de Puyfontaine, qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir aujourd'hui, qui est président du directoire. Il y a 4 autres membres du directoire, 3 Français et 1 Britannique, mais qui habitent en France depuis une vingtaine d'années. Et ce directoire, en lien avec le conseil de surveillance que je préside, a eu donc pour mission de transformer cette société financière en un groupe industriel intégré. La différence entre les deux, c'est qu'une société financière ne s'intéresse pas tellement à ce que fait industriellement ses filiales, mais s'intéresse aux dividendes qui remontent et les laisse indépendantes les unes des autres et les gère de façon séparée. Un peu comme le Royaume de France à l'époque où il y avait des régions extrêmement fortes avec des seigneurs à la tête des régions. Et puis un groupe industriel intégré fait l'inverse, c'est-à-dire que le groupe industriel intégré prend les différents éléments qui font partie du groupe et les fait travailler ensemble. Et dans Vivendi, l'exemple le plus frappant était la musique qui ne travaillait pas particulièrement avec les chaînes de télévision. C'était les chaînes cryptées qui ne travaillaient pas particulièrement avec les chaînes gratuites, etc., etc. Donc le travail a consisté à nommer des gens dans les différents endroits pour qu'ils travaillent ensemble. En fait, l'histoire de Canal+, qui est souvent résumée et synthétisée, laisse à penser que je suis arrivé dans Canal+ et les problèmes ont commencé. Malheureusement, les problèmes ont commencé bien avant et il suffit de regarder les différents documents qui l'attestent. Je ne suis pas donc la cause des problèmes de Canal, je suis la conséquence des problèmes de Canal et peut-être la solution. Quand je dis « je », c'est l'équipe de Vivendi. Quand l'équipe a été nommée à la tête de Vivendi, elle s'est d'abord occupée d'Universal Music parce que c'est le numéro 1 mondial de la musique et il faut savoir que dans les contenus aujourd'hui, le premier contenu dans le monde, c'est la musique. Et nous avons la chance d'avoir le numéro 1 mondial qui représente 40% de la musique dans le monde. Les Beatles, les Stones, U2, les Beach Boys, Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber et plein d'autres bien sûr, qui appartiennent à 100% à ce groupe français. Le deuxième pas a été évidemment de regarder Canal. Or Canal, malheureusement, c'est un fait. On nous a présenté des résultats de l'exercice 2015 de moins 260 et quelques millions d'euros et un budget pour l'exercice 2016 qui était à moins 400 millions pour les chaînes Canal+. Alors là, il y a une petite confusion dans l'esprit des gens qui est de dire oui, mais le groupe Canal dans son ensemble gagne de l'argent. Certes, le groupe Canal gagne de l'argent. Vous avez, Jean-Christophe Thierry a apporté les fiches avec les derniers résultats des différentes entités pour les sénatrices et les sénateurs qui sont intéressés par regarder les chiffres. Vous avez d'abord une activité de cinéma qui est complètement indépendante de ce que fait Canal, qui fait à peu près 600 millions de chiffres d'affaires et 60 millions de résultats, 50 à 60 millions de résultats. Vous avez ensuite une activité internationale qui représente à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires et qui fait à peu près 250 millions de résultats positifs. Vous avez ensuite CanalSat, qui fait à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires et qui dégage entre 200 et 250 millions de résultats positifs. CanalSat,
achète des chaînes à l'extérieur, Eurosport, Lagardère, Disney et autres, et les revend à des abonnés. Et puis vous avez les chaînes Canal+, celles dont vous avez parlé, Madame la Présidente, celles pour lesquelles nous sommes en effet avec une relation avec l'État, puisque nous avons des fréquences qui nous ont été accordées, et celles-ci perdent, je répète les chiffres, 268 millions ou 260 millions en 2015, et le budget qui a été présenté est de moins 400 en 2016. Et mécaniquement, le budget de 2017, puisque les droits sportifs qui ont déjà été signés en 2013 ou en 2014 sont déjà actés et sont payés obligatoirement, représenterait, si rien n'a été fait, plus de 460 millions négatifs de résultats. Donc malheureusement, ces chiffres sont des chiffres. Vivendi est un groupe coté, des commissaires aux comptes, etc. Enfin bref, c'est assez risible de voir des gens qui expliquent que le problème n'est pas là. Alors on peut dire en effet que la maison elle-même n'est pas tout à fait en perte, mais en tout cas la partie des pertes était en train d'augmenter de façon tellement importante que Vivendi était obligé d'intervenir et rapidement. Ces pertes correspondent non pas à des pertes comptables, ce ne sont pas des opérations du passé qui n'auraient pas été provisionnées, qui n'auraient pas entraîné de besoins en cash, ce sont des pertes qui entraînent des besoins en cash. C'est-à-dire que Vivendi avait la nécessité, l'actionnaire des chaînes de Canal+, de remettre de l'argent au pot pour couvrir ces pertes. Étant entendu que le groupe Canal dans son ensemble a déjà un peu plus d'1 milliard de dettes et il n'a pas les moyens, avec les résultats qu'il fait, de s'endetter davantage. Donc c'était une situation grave qui n'avait pas été révélée par l'équipe précédente pour une raison très louable, qui est de dire, ben voilà, chaque fois qu'on dit que Canal+ va pas bien, c'est pas bon pour l'image, donc c'est pas bon pour les abonnés, donc n'en parlons pas. Et puis, comme finalement Vivendi ne contrôlait pas en effet en détail ce qui se passait, eh bien la vie a continué pendant plusieurs années comme ça, puisque les pertes de Canal+ en France ont commencé dans les années 2011 ou 2012, c'est-à-dire au fond, où vous l'avez dit vous-même, Madame la Présidente, sont arrivés des concurrents puissants et importants. Donc nous sommes intervenus chez Canal, à la fois pour mettre fin à ces pertes, ce que doit faire toute entité sociale responsable, et aussi parce que comme Canal fait partie d'un ensemble, je vous l'ai dit, industriel, nous ne pouvions pas laisser une des pièces essentielles de notre stratégie, c'est-à-dire de la distribution gratuite et payante, et éventuellement de la création de contenu, quitter le groupe ou s'arrêter à l'intérieur du groupe. Donc il était nécessaire de le faire. Alors qu'avons-nous fait ? Il y a eu 0 plan social. Je rappelle que dans le groupe Canal, il y a 8000 personnes. Nous avons changé 21 dirigeants. Je peux vous le dire, dans des conditions financières extraordinairement agréables pour les différentes personnes. Nous avons changé ces dirigeants parce que nous avons pensé qu'il était nécessaire de mettre des dirigeants différents qui étaient capables d'aller reprendre un œil neuf, qui étaient capables de plus travailler ensemble. Bien évidemment, nous avons gardé certains dirigeants qui étaient là avant, et Maxime Sada, le directeur général, qui était, je crois, le numéro 3 ou le numéro 4, est aujourd'hui le numéro 1 ou 2, en tout cas le numéro 1 opérationnel du groupe dans Canal. Le directeur financier, qui est un Normandien nommé Grégoire Castin, est également là depuis, je crois, une douzaine d'années. Voilà, donc c'est lui qui donne les chiffres, et donc les chiffres que je donne sont les chiffres donnés par la direction de Canal. Donc, si vous voulez, le programme est assez simple. Vous vous retrouvez devant une société qui perd de l'argent. Cette société, il faut la redresser. Il faut le faire le plus vite possible parce que plus vous attendez, malheureusement, plus les trous se creusent. Et c'est ce que l'équipe qui a été nommée chez Canal est en train de faire. Je comprends tout à fait l'émotion quand tout d'un coup on croit que l'avion dans lequel on circule est en bonne forme et qu'il y a plein d'essence. On s'aperçoit qu'il n'y a plus beaucoup de kérosène et qu'il faut aller reprendre de l'essence. Je comprends l'émoi, mais je ne peux malheureusement pas, en tant que responsable, laisser passer la situation. Et comme toujours, puisque je vous l'ai dit, ça fait 35 ans que je dirige le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, je vous l'ai dit tout à l'heure, est passé de 1 euro de valeur, ou plutôt d'1 franc, à plus d'une dizaine de milliards de valeur, sans faire d'augmentation de capital. C'est parce que nous avons appliqué toujours les mêmes méthodes, qui est d'essayer de construire sur des axes stratégiques bien clairs, avec des équipes compétentes et qui travaillent ensemble.
Et c'est ce qui est fait aujourd'hui dans le groupe Vivendi par Arnaud de Puyfontaine et le directoire. Et c'est ce qui est fait dans le groupe Canal par Jean-Christophe Thierry, président du directoire, Maxime Sada et les différentes personnes qui font partie du directoire et du COMEX. Je ne suis là que, entre guillemets, pour prendre les coups, ce qui est assez utile pour les autres, parce que je tire la foudre sur moi, et surtout pour assurer une certaine continuité dans ce plan. Car comme vous le savez sans doute, le problème dans les entreprises, c'est quand vous avez des actionnaires financiers et qu'ils ne vous empêchent pas d'aller au bout de vos projets industriels. C'est ce qui est arrivé à Jean-Marie Messier. Personne ne peut dire s'il avait tort ou il avait raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été arrêté avant de pouvoir le démontrer. C'est ce qui me serait arrivé dans les voitures électriques quand Bertrand Delanoë a décidé d'équiper Paris de voitures électriques. Tout le monde disait que c'était une folie. Je n'aurais pas contrôlé, grâce à mon groupe familial, cette division. J'aurais été jeté dehors, bien évidemment, avant. Pareil chez Havas, que nous avons repris à un moment où tout le monde expliquait que les créatifs allaient partir. Et finalement, Havas, aujourd'hui, est l'un des groupes les plus en forme du monde dans le domaine de la publicité. Et je crois qu'il va en être de même du groupe Canal. Et je pense que le travail qui est fait est un travail qui va permettre, bien évidemment, de redresser cette société. Ce que je sais, en tout cas, c'est que si on ne l'avait pas fait, c'est sûr que vous auriez un problème sur 8000 personnes et sur des résultats importants. J'ajoute que Vivendi, nous ne contrôlons que 15% du capital de Vivendi. Certes, 25% des droits de vote, mais que 15% du capital de Vivendi, et que l'essentiel de l'actionnariat de Vivendi est entre les mains de fonds, pour l'essentiel anglo-saxons, anglais, américains ou autres, et que ces fonds ne sont pas intéressés par ce qui se passe dans un pays par rapport à un autre. Ils sont intéressés par les résultats. Et Arnaud de Puyfontaine pourra vous en dire un mot tout à l'heure, l'ensemble des grands actionnaires, qui sont d'ailleurs les mêmes grands actionnaires que dans la plupart des groupes français, qui s'appellent Fidelity, Legal & General, etc., sont des groupes qui n'ont aucune envie d'aller remettre 400 millions par an. Donc, j'indique, je prétends, que non seulement il était nécessaire de faire cette diète, mais que celle-ci va porter ses fruits. Tout le monde sait d'ailleurs que le groupe Canal, intuitivement, était arrivé au bout de son modèle. Mais peu importe, je sers à nouveau à faire le paratonnerre, et c'est très bien, quand vous avez mon âge, d'être utilisé pour ça, c'est bien, ça permet aux équipes de travailler en tranquillité. Sur les chaînes gratuites de Canal, bien évidemment, nous avons un axe essentiel qui est le cinéma. Vous savez que nous finançons 500 millions par an de cinéma dans le groupe, dont pratiquement 200 millions sur le cinéma français, et nous produisons à peu près 200 films par an, des grands, des moyens et beaucoup de petits. Et le groupe Canal et moi-même, puisque j'ai été de la même façon que je suis auditionné aujourd'hui au Sénat, représentant l'actionnaire de référence, j'ai été auditionné par le monde du cinéma à plusieurs reprises, qui est venu déjeuner avec nous et qui revient d'ailleurs la semaine prochaine. Nous avons affirmé, Urbi et Orbi, ne varietur, que bien évidemment, nous souhaitions poursuivre le développement du cinéma français et même l'accentuer. Pourquoi ? Eh bien parce que ça rentre dans la stratégie que j'ai indiquée, qui est que nous pensons que notre force par rapport aux grands groupes américains, Disney, Time Warner, et demain ou aujourd'hui Facebook, Google et autres Amazon, ou Netflix, nous pensons que c'est cette carte qui est la carte essentielle. Les droits sportifs sont des droits importants, mais moins importants dans notre stratégie que le développement du cinéma. Ce cinéma, d'ailleurs, n'est pas limité au cinéma lui-même, puisque nous faisons des séries, et Canal est investi énormément dans des séries, et nous commençons maintenant, avec une nouvelle filiale appelée Studio Plus, le développement de mini-séries qui vont être notamment diffusées sur les compagnies de téléphone avec lesquelles nous sommes alliés, que ce soit des alliances purement commerciales ou techniques, ou que ce soit des alliances capitalistiques, comme nous l'avons avec Telefonica et avec Telecom Italia. En gros, vous l'avez compris, la politique de Vivendi, c'est donc de développer des contenus. Quels sont ces contenus ? Le premier des contenus dans le monde, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la musique. Nous avons, dans la musique, le numéro 1, nous sommes très heureux de cocher cette case. Le deuxième contenu dans le monde, en termes d'utilisation aujourd'hui, sont les jeux vidéo.
Malheureusement, Vivendi n'avait plus de jeux vidéo. Vivendi est revenu dans les jeux vidéo. Et nous avons annoncé vendredi avoir un peu plus de 95% d'une affaire française à laquelle nous croyons beaucoup, qui s'appelle Gameloft, et qui développe justement des jeux vidéo, notamment sur les mobiles. Le troisième contenu, c'est ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire les films, les séries, les mini-séries, tout ce qu'on peut passer et repasser. Donc là, nous sommes assez puissants grâce à Studio Canal en Europe. Nous ne sommes pas encore assez puissants dans le monde. Et Vivendi a pour objectif de faire des acquisitions ou des développements. Et les développements dans les mini-séries dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un développement